Allez, on revient sur cette alerte rouge, sur la dette mondiale. Pardon, c'est pas que j'en fais une fixation, mais quand on voit que le FMI, que l'OCDE tirent la sonnette d'alarme, on se dit que le risque d'une nouvelle crise financière, pas à court terme, mais un jour, eh bien que tout ça n'est peut-être pas de la science-fiction. Bonjour Olivier Delamarche. Bonjour. C'est un cheval de bataille pour vous aussi, je le sais, fondateur de Triskelion Wealth Management. Beaucoup d'économistes aussi, c'est vrai, en parlent, s'en inquiètent. C'est un sujet, c'est un péril sur lequel on revient de temps en temps, souvent régulièrement dans Ecorama avec beaucoup d'invités. Mais c'est vrai, jamais aujourd'hui, en temps de paix, le niveau d'endettement global dans le monde, les États, les entreprises, les ménages, jamais l'endettement n'a été à un taux aussi élevé en temps de paix. Encore une fois, on n'est pas là pour faire peur, mais il y a cette réalité aujourd'hui. La Banque des règlements internationaux, c'est en gros, c'est la Banque centrale des banques centrales, sort ce chiffre qui n'est pas nouveau, mais on est à 275% du PIB, du jamais vu. Ça, ce sont les chiffres, ça c'est indiscutable. Oui, c'est indiscutable. Ce qui est amusant, c'est quand même qu'il se réveille ces derniers jours. C'est-à-dire ça ne s'est pas passé la nuit dernière. Ça fait 10 ans qu'on en parle, ça fait 10 ans que moi, on m'explique qu'on s'en fout de la dette. Hein, et encore très récemment, où j'étais avec justement des économistes et dont quelqu'un de l'OCDE qui m'expliquait que j'avais rien compris et que la dette, de toute façon, ce n'était pas un problème. Bon, bah, je vois que tout d'un coup, un peu d'intelligence est arrivée dans leur cerveau. Mais c'est la même chose que lors de notre dernière émission où tout d'un coup, les gens s'étaient aperçus que M. Draghi était endetté et que ça posait un problème. Tout d'un coup, on s'aperçoit que Tesla ne vend pas autant de voitures que prévu. Enfin, on a des trucs comme ça où on se réveille un matin en se disant « mais c'est bien sûr, il y a de la dette ». Évidemment, c'est un modèle. Quand vous avez, et aux États-Unis, on l'a très bien vu, depuis 2000, la rémunération nette, c'est-à-dire défalquée de la vraie inflation, est en baisse. Des salariés ? Est en baisse des travailleurs américains. De la moyenne des travailleurs américains. La rémunération est en baisse. Donc, si vous voulez garder votre niveau de vie, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous êtes obligé de vous endetter. Là, vous avez, en quelques années, on est passé, le point de bascule, ça a été 91. En 91, le coût de la vie pour les Américains est passé au-dessus de leur rémunération moyenne. Donc, depuis, vous êtes en déficit chaque année. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et là, vous êtes en 2016 sur une moyenne de revenus et sur un coût de la vie moyen, vous êtes en déficit de 17 000 $ annuels. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire qu'il faut bien les trouver quelque part. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Vous faites des prêts étudiants, et il y a une bulle sur les prêts étudiants. Vous faites une dette sur les cartes de crédit. Vous êtes à plus d'1 trillion de dettes sur les cartes de crédit. 1000 milliards. Et vous êtes pareil sur les crédits automobiles. Olivier, donc, ça veut bien dire… Bien sûr, mais là, on parle du stock et c'est important. Mais quand on regarde par le prisme du service de la dette, ce que ça coûte tous les mois à rembourser, le paradoxe, parce que les taux sont hyper bas, c'est qu'aujourd'hui, cette charge d'intérêt, elle reste supportable. On regarde l'État français qui a 2 fois plus de dettes qu'il y a 10 ans, rembourse chaque année moins en intérêt. Oui, mais attention, parce que ça, c'est la réalité du quotidien aujourd'hui. C'est les États. Mais les ménages, ce n'est pas le cas, parce que les ménages, ils n'empruntent pas à zéro. Hein. Je vous rappelle que vous avez, notamment par exemple dans le crédit automobile, les gens qui sont classés, mal classés dans les crédits, c'est des taux qui sont de 15, 16, 17, 18%. D'accord ? Ce n'est pas des taux à zéro. Donc là, pour le coup, quand vous avez… La majorité sont plutôt à 3-4%. Oui, une majorité, c'est-à-dire ceux qui sont bien notés. Hein, ouais. Je vous rappelle les subprimes. Voire même comme moins de 3. Aujourd'hui, on peut s'endetter sur 20 ans à moins de 2%. Non, mais pas aux États-Unis. Je parlais en France. Oui, d'accord. Mais alors, sur les États, on a en effet laissé faire. Mais c'est devenu, c'est réellement aujourd'hui le seul moteur de la croissance.
Le seul moteur de la croissance, c'est de la dette. Construit sur l'endettement, c'est ça. Évidemment. Donc, c'est ce que montrent l'OCDE et le FMI. Vous regardez l'Espagne, dont on se glorifie à chaque fois en disant ah, la croissance est repartie en Espagne. L'Espagne, entre 2008 et 2012, il y a eu 10% de déficit budgétaire par an. Ouais. D'accord ? Vous êtes passé en Espagne d'un endettement qui était de 300 et quelques milliards en 2007 à aujourd'hui plus de 1000. Donc, ça veut dire que vous avez créé plus de 700 milliards de dettes. En Espagne. Et vous savez combien vous avez augmenté le PIB entre 2008 et maintenant ? Non. 60 milliards. 60 milliards d'augmentation. Ça veut dire que vous avez mis 12 euros de dette pour avoir 1 euro de PIB. Ça ne fait pas grand-chose. Hein. Et donc ça, vous le retrouvez dans... Et ça, c'est que la dette de l'État. Je ne parle pas de la dette des ménages. Hein. Ça, vous le retrouvez dans absolument tous les pays. Alors comment aujourd'hui, en France, vous avez ajouté 3,50 € de dette pour faire 1 euro de PIB. Pareil. Italie, pareil. Tous les pays aujourd'hui, les États-Unis, c'est la même chose. Mais la croissance du crédit en période d'activité normale est toujours plus rapide que la croissance du PIB. Oui, ça, c'est pas nouveau, je veux dire. Ça atteint des proportions sur des ratios comme ça, si, voilà, bien sûr. Vous ne pouvez pas demander au chef d'entreprise qui est passé avant moi, demandez-lui si le truc dans une entreprise de mettre 12 euros pour avoir 1 euro de chiffre d'affaires, ça va durer longtemps. Non, ça ne durera pas longtemps. Olivier, évidemment. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Évidemment, on le sait, les banques centrales ont inondé les circuits financiers avec de l'argent pas cher. Donc le crédit, évidemment, est peu coûteux, même si ça dépend des agents économiques. Mais en même temps, on se dit que si elles n'étaient pas intervenues, les banques centrales, en 2007-2008, on se serait tapé une dépression comme celle des années 30. Le problème, c'est que ces politiques sont restées hyper généreuses trop longtemps. C'est ça le problème. C'est qu'elles auraient dû en sortir bien avant. C'est surtout que ça veut rien dire. Tu as préféré qu'on fasse comme dans les années 30, qu'on laisse tout s'effondrer? C'est surtout que ça veut rien dire. C'est-à-dire, si ma grand-mère en avait eu. Hein, non. Non, mais si, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens 30, on est très bien documentés. CQE indéfini et illimité en vous disant de toute façon, si on ne l'avait pas fait, ça aurait été l'enfer. Pas indéfini, illimité, mais sur la période 2007-2009, c'était intelligent pour les banques centrales que d'éteindre l'incendie. De mettre des liquidités, pas de le faire comme elles l'ont fait. Que vous fassiez ce qu'on a appelé à un moment des LTRO, c'est-à-dire assurer des liquidités dans le système interbancaire pour éviter que ça bloque. Ne se prêtaient plus. Oui, mais c'était ça. Faire des quantitative easing, c'est idiot. Mais c'est idiot depuis le début. Et on le sait. Et c'est ça qui est extraordinaire. Vous savez qu'il y a eu, dès le premier quantitative easing, il y a eu une étude de la Banque d'Angleterre qui a demandé une étude à des économistes internationaux en leur demandant quel était l'apport de ces quantitative easing dans l'économie réelle. Ils rendent leur rapport, ils disent « il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y a pas de transmission à l'économie réelle ». Qu'est-ce que fait la Banque d'Angleterre ? On en fait un deuxième. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. On sait très bien que ces quantitative easing n'ont aucun intérêt. Et en plus, ils sont destructeurs. Parce que vous avez le contraire de ce qu'ils auraient dû faire ou de ce qu'on nous a vendu comme la raison du quantitative easing. On vous a dit, 1, ça va relancer la croissance, 2, ça va relancer l'inflation. Mais vous avez vu l'inflation relancée? Non, bien sûr que non, puisque... Mais à quel niveau serait l'inflation s'il n'y avait pas eu le quantitative easing? Ah bah oui, vous connaissez. Non, mais simplement, les quantitative easing, c'est déflationniste. C'est déflationniste, pourquoi? Parce que le quantitative easing maintient les taux... Pas sur les actifs financiers. Seulement sur les actifs financiers, mais maintient les taux à zéro, ce qui veut dire que vous maintenez des entreprises qui auraient dû mourir, et vous maintenez des surcapacités. Et les surcapacités, ça n'a jamais fait monter les prix. Il faudra bien les purger un jour ou l'autre. Mais tant que les taux d'intérêt, on finit là-dessus, Olivier, restent à des niveaux qui sont bas, cette menace-là reste fantôme. Et tant que les taux sont bas, on peut rembourser facilement sa dette et il n'y a pas de problème. Le jour viendra où, si l'inflation revient, d'où, quand, on ne sait pas trop, sauf que les taux remontent, mais on n'en est pas là aujourd'hui. Sauf que vous vous coincez, c'est-à-dire vous êtes... On est piégé. On est piégé, on est exactement dans la même situation que les Japonais,
c'est-à-dire qu'on se piège de façon à ce que vous n'ayez plus le choix, c'est-à-dire que vous finissez par, avoir une banque centrale qui est obligée d'acheter entièrement le marché parce qu'il n'y a plus personne pour le faire. Ce que fait un peu la Banque du Japon. Ce que fait la Banque du Japon. Qui achète même des actions d'ailleurs. Même des actions, beaucoup d'actions et même des ETF, beaucoup d'ETF aussi, puisque 70% des ETF créés. Donc vous rentrez dans une espèce de fuite en avant permanente, et la fuite en avant permanente, excusez-moi, ce n'est pas la solution. Donc vous pouvez, oui, en effet, vous dire, de toute façon, ça va tenir pendant X temps, sauf que pendant ce temps-là, la dette augmente, jusqu'au moment où vous aurez une crise de confiance qui Exactement. dira, oui, mais là, on a quand même un souci, et terminé. L'iceberg est loin, mais il y a un iceberg. Mais on peut encore continuer à naviguer un peu. Vous savez, le Titanic s'était dit aussi que l'iceberg était loin. Hein. Bon, merci à vous. Olivier Delamarche, fondateur de Triskelion Wealth Management. Merci Olivier.